Juste pour voir que ça fonctionne comme ça, vous avez Photoshop qui est encore ouvert avec les images ouvertes. On va juste ici modifier rapidement les couleurs des images. Tiens, j'en ai plus qu'une seule ouverte. Ah non, bas du menu fenêtre montre toujours tous les documents actuellement ouverts. Ok, il y a l'autre qui est là. Ah oui, j'avais fait une version ici, améliorée, mais je vais la fermer sans la sauvegarder. Voilà, donc on a ça. Les deux images. Ok, ben écoutez, on va les transformer en noir et blanc, par exemple. Donc, et on va faire ça de manière non destructive, et vous allez voir, ça va aller très vite, parce que c'est pas une formation Photoshop, bien sûr, c'est juste pour montrer que quand on modifie l'image dans Photoshop, et que... Ah oui, ok, on n'a pas le choix, c'est du JPEG. On va le faire de manière destructive, alors. Après, je vous montrerai une version non destructive. Image, réglage, noir et blanc. Allez-y. Ah oui, parce que le JPEG ne peut pas intégrer des modifications non destructives, c'est-à-dire réversibles qu'on peut annuler. Image, réglage, noir et blanc. Voilà, vous allez le faire pour une des deux images. Donc, on était pour une des deux images, oui, oui. Image, réglage, noir et blanc. On verra plus tard qu'on a intérêt à utiliser des images au format Photoshop, donc des points PSD, plutôt que des points JPEG dans InDesign. Comme ça, on peut faire des modifications modifiables. Noir et blanc, voilà. Et donc, l'idée, c'est déjà aussi de vous montrer que quand vous devez faire une image noir et blanc, il ne faut pas juste demander que l'image soit en niveau de gris et puis voilà, en 3 secondes, c'est fait. Si c'est important, vous avez ceci qui vous permet de décider à quel point chaque couleur de l'image couleur intervient dans la version noir et blanc avec les petits curseurs. Et généralement, le résultat est meilleur que faire une transformation rapide noir et blanc par image mode niveau de gris, qui vous donne aucun choix en fait. Voilà. Bon, quand vous avez à peu près positionné les curseurs pour obtenir une version noir et blanc correcte, vous pouvez cliquer sur OK et on va mettre à jour le fichier, fichier enregistré. Voilà, pas enregistré sous, faut pas changer le nom. Et quand vous allez vers InDesign, il vous met un petit point d'exclamation pour vous dire que l'image a été modifiée. Quand il vous met un panneau rouge avec un point d'interrogation, c'est qu'il ne trouve pas le fichier. C'est un autre problème. Mais là, c'est juste pour vous indiquer que ça a été modifié. Et si vous double-cliquez sur le point d'exclamation, ça devrait mettre à jour l'image. Voilà. D'où l'intérêt des fichiers liés. On peut modifier. Alors, quand vous avez une image banale noir et blanc, non, vous avez une image banale couleur, hein, qui est pas terrible. Parfois, la mettre en noir et blanc, ça peut améliorer les choses, en fait. Une belle image noir et blanc, c'est parfois mieux qu'une image couleur qui casse rien, qui casse pas une patte à un canard. Hein. Donc, en effet, bonne question. Le plus simple pour que InDesign retrouve les photos qui sont utilisées dans le document, c'est que les photos soient à côté du document. Donc, actuellement, je suis sur le document 11, oui, et les photos utilisées par le document sont au même niveau dans le même dossier. Dès que vous commencez à mettre les photos, par exemple, vous les sélectionnez, vous voulez les mettre dans un dossier que vous allez appeler photo ou image ou je ne sais quoi, ça va commencer à compliquer les choses pour InDesign. Vous devrez peut-être, quand vous transférez le document vers un autre document, à un autre ordinateur, quand vous transférez le document vers un autre ordinateur, il faudra peut-être lui repointer où se trouve, et là, il faudra faire clic majuscule clic sur toutes les images, menu de la palette lien, rééditer le lien du dossier, il faudra lui dire où est le dossier des images. Donc ça, c'est un peu ennuyeux parce que vous voyez, j'ai mis les deux images là dans un dossier que j'ai appelé photo et il les trouve plus quoi. Et il les trouvera pas si je ferme le document InDesign que je le réouvre, il les trouvera pas parce que il faut que lui réindique. Donc
C'est un peu ennuyeux parce que normalement, quand on a plein d'images, on doit quand même les organiser pour avoir de l'ordre. Mais par contre, du coup, il faudra que InDesign sache où se trouvent les photos. Il faudra lui pointer le dossier général des photos, etc. Donc, simplifiez-vous la tâche. Laissez les images à côté du document InDesign. Et là, d'office, c'est le premier endroit où il regarde quand vous ouvrez le document, c'est à côté. Voilà. Voilà. Donc, faites apparaître la palette page. On va ajouter une deuxième page. Menu fenêtre, page. Voilà. Donc, la palette page, elle est là. J'ai des vignettes très grandes parce que dans le menu de la palette page, j'ai été demandé à la dernière ligne option de panneau d'avoir des pages géantes et des gabarits géants. Les gabarits, ce sont les modèles de pages, ce sont les styles de pages en quelque sorte. Et les gabarits se situent dans le haut de la palette page, au-dessus de la ligne horizontale qu'on voit là. Donc, si vous voulez, vous demandez aussi d'avoir des grandes vignettes. C'est dans le menu de la palette page, option de panneau. Ce n'est pas obligatoire. On a différentes tailles. Je suis au maximum. C'est ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les pages du document et de voir à peu près ce qu'il y a sur la page, quoi. Parce que quand la vignette est plus petite, on voit pas. Menu, fenêtre, page. C'est une des palettes les plus intéressantes dans InDesign, bien sûr. Et alors, dans les options de panneau, j'ai également coché. Alors, c'est où? Ah, c'est pas là. Oui, c'est ça. J'ai décoché pour les gabarits. J'ai décoché afficher verticalement. C'est pour ça que mes deux gabarits qui sont là, en fait, entre guillemets, on va dire ces deux gabarits, ils sont l'un à côté de l'autre et pas l'un au-dessus de l'autre. OK, on va demander d'insérer une nouvelle page. Menu de la palette page, insérer des pages. Vous pouvez cliquer sur OK et voilà la nouvelle page. Elle s'est mise à droite de ma page actuelle parce que moi, dans la palette page, j'ai demandé dans le menu à l'avant-dernière ligne afficher les pages, j'ai demandé horizontalement. C'est bien pratique parce que sinon elles se mettent toutes les unes au-dessus des autres. Le fait qu'elles vont se mettre les unes à côté des autres, ce sera plus sympa, je trouve. Sinon, d'origine, il vous fait un chemin de fer. On appelle ça un chemin de fer. Un chemin de fer en mise en page. C'est quand on a les pages les unes au-dessus des autres dans le document, mais je n'arrive pas à voir ça ici. On a des chemins de fer, mais ils sont avec les pages les unes à côté des autres. Mais d'origine, c'est les pages les unes au-dessus des autres, en fait. Hein. Mais ceci est un chemin de fer dans la palette page. Une vue d'ensemble sur les pages du document. Bien sûr, un magazine, vous aurez 32 pages, plus même, qui seront visibles. Un livre. Je simplifie les explications ici. Hein. OK. On est d'accord, ça marche? Bon. Oui? Ça va ou pas? OK, on va venir voir pourquoi ça marche pas. Donc ça, c'est juste du confort, c'est pas très important. Mais alors voilà, oui, si la palette pages, on la fait étroite, les pages vont l'une au-dessus de l'autre, forcément. Elles n'ont pas la place pour se mettre l'une à côté de l'autre. Il faut la prendre, si vous voulez qu'elles soient l'une à côté de l'autre, il faut l'agrandir par la droite comme ça. Voilà. Bien. OK, on va faire deux choses ici. On va faire deux choses rapidement. On va faire un style d'objet. C'est-à-dire que le bloc qui est sur la première page, oui, vous passez d'une page à l'autre en double-cliquant sur la palette page, hein, par exemple. Là, je retourne sur la première page en double-cliquant sur sa vignette ici. Le bloc de texte, on va voir quelque chose qui est super utile, c'est les styles d'objets.
Donc, on peut prendre les caractéristiques de ce bloc, c'est-à-dire 3 colonnes avec des gouttières, et on peut le stocker dans un style. Et on va créer ensuite un bloc texte sur la deuxième page qui actuellement est vide et appliquer le style. Alors, on y va. Vous avez sur la première page votre bloc qui est sélectionné. Donc, après avoir vu les styles de paragraphe, on voit les styles d'objets. Menu fenêtre, style, style d'objet. Menu fenêtre, style, style d'objet. Au passage, vous voyez qu'il y a donc les styles de caractères et de paragraphes. OK. Et pour les tableaux, vous avez des styles de cellules et des styles de tableaux. OK, style d'objet qu'il nous faut. Voilà les styles d'objets. Un peu comme dans la palette paragraphe tout à l'heure, je vois que j'ai démarré d'un style déjà existant dans le document, bloc de texte standard, mais il a été modifié. Quand on survole, l'infobulle me dit toutes les modifications que j'ai apportées. OK. Dans ce cas-là, donc le bloc est sélectionné, vous demandez dans le menu de la palette style d'objet, nouveau style d'objet. Si le style d'objet concret ne contenait qu'un seul style de paragraphe, il serait possible de l'intégrer par ici. Donc, un style d'objet peut même intégrer un style de paragraphe. C'est ce qu'on appelle le système des styles imbriqués. Mais on ne va pas le cocher ici parce qu'on a 2 styles de paragraphe. On a un titre et un corps de texte. Bon, ben, il suffit de dire ce que c'est. Bloc texte 3 colonnes, par exemple, quelque chose comme ça. D'après, attention, d'après aucun, d'après 100. Sinon, vous faites du parentage de style. C'est toujours le piège. Il suffit de cliquer sur OK et vous avez fait le style d'objet. Vous pouvez faire en sorte que le bloc qui a servi à faire le style utilise le style. Voilà. Ça ne change rien à lui. On vient juste d'appliquer sur lui les paramètres que lui a créés 3 secondes avant. Donc forcément, il ne doit pas changer d'aspect. Est-ce que c'est bon? Vous avez fait un style d'objet? Eh bien, on va aller sur la page 2. Faire un bloc texte qu'on trace dans la zone intramarge. Voilà. On le sélectionne avec la flèche noire et on lui applique le style et il devrait avoir 3 colonnes. Voilà. Ah, il y a même la marge du dessus. Et là, on va zoomer en arrière. On a une grande table de montage, mais c'est pas grave, ça va d'aller. Oui, c'est grave. Très bien. Vous avez zoomé en arrière. Bon, ceci dit, on peut être en zoom avant et uniquement sur la première page, en fait. Ça va marcher. OK. Alors, accrochez-vous. On va faire en sorte que le texte qui est sur la première page, dans le bloc, faire en sorte qu'il coule dans le bloc de la deuxième page. Donc, quand vous cliquez sur le bloc, vous voyez le petit signe plus rouge qui est en bas, là. Il va falloir cliquer sur lui. Ça veut dire qu'on abaisse le bouton de la souris et puis on le remonte tout de suite. Ne faites pas comme les gens font d'habitude, appuyez et bougez. Non, ça marche pas. Donc on y va, on clique. Voilà. Ensuite, on va scroller vers le bloc suivant. Quand vous survolez le bloc, vous avez une chaîne qui apparaît. On clique et on ne clique pas sur le bord du bloc. C'est dans la zone du bloc qu'on clique. Et voilà, la suite du texte coule. Vous avez fait du texte chaîné. Alors, dans le menu affichage, extra, vous pouvez demander afficher le chaînage du texte. Et quand vous êtes avec l'affichage normal dans le bas de la palette des outils, pas l'affichage aperçu, et que un des 2 blocs de texte est sélectionné,
vous avez une espèce d'élastique qui vous montre que ça coule. Le signe plus s'est transformé en une flèche qui va vers la droite. Là, vous la voyez, là. Et au début de l'autre bloc, la porte d'entrée contient une flèche qui va vers la droite. Donc, c'est le sens dans lequel ça coule. Bien sûr, les pages pourraient apparaître les unes à côté des autres si on disait que la première page est une page de gauche et la deuxième page une page de droite. Il faudrait enclencher page en vis-à-vis et il faudrait que la première page porte un numéro pair parce qu'une page de gauche est toujours un numéro pair. Mais c'est pas grave, on va pas faire ça. On va juste terminer avec quelque chose d'hyper intéressant. Ok, alors, une astuce pour que les images qu'on imprime aient l'air davantage dynamiques, qu'on ait l'impression qu'elles sont lumineuses. L'astuce consiste à faire en sorte que l'endroit du le papier, en dehors des zones des images, le papier soit plus terne. C'est vraiment une astuce de magazine, ça, c'est-à-dire que voilà, sur cette image-ci, par exemple, j'ai du blanc, ça va être le blanc du papier, forcément. Mais, et là aussi, il y a peut-être du blanc sur les chromes, là, voilà, oui. Mais le papier, là où il y a le texte, en dehors de la zone des images, va être terni par un peu d'encre, un tout petit peu d'encre, un petit pourcentage d'encre. Et ça, on va le faire. Et on va l'enclencher pour tout le document. Pour tout le document, ça va être enclenché. Et pour ça, comment est-ce qu'on fait pour que toutes les pages du document reçoivent la même chose? Il faut utiliser les styles de page, ce qu'on appelle les gabarits. On a ici un gabarit qui est utilisé par la première page et par la seconde, vous le voyez. Si dans un gabarit, je crée un calque qui lui met un objet gris dedans, sous le calque actuel, j'aurai toutes les pages qui vont devenir grises. Alors, on manque un peu de temps, donc je vous montre ça. Ne le faites pas et on en reparle éventuellement au début de la prochaine journée. Je le fais rapidement. Je vais dans la palette des calques. Dans la palette des calques, je crée un nouveau calque avec le signe plus. Je double-clique sur lui. Je l'appelle fond gris. N'essayez pas, ça va aller trop vite. Le calque fond gris, je le mets en dessous du calque 1. Voilà. Les calques, c'est transversal à tout le document. Ce n'est pas pour une page en particulier. Donc, ce calque est accessible par toutes les pages du document. Oui, celui-là, je pourrais l'appeler. En général, on fait plein de calques. Pour séparer les éléments, c'est le principe des calques. On fait un calque texte, un calque image, etc. Mais là, simplifions les choses. Je vais dans le gabarit, en double-cliquant sur lui. Le gabarit A. Voilà le gabarit A. Je prends un bloc comme ça, par exemple, voilà. Je le trace au-delà des limites de la page. Je lui enlève son contour noir parce qu'il vient d'office avec un contour noir. Et la couleur de fond, je vais lui mettre par le nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier, lui mettre un fond gris, par exemple du noir affadi. Hein, voilà. Pour la démonstration, je vais monter un peu à 10%, mais normalement, c'est plutôt 5%. C'est pour la projection, pour que ça marche bien. OK. Et voilà, c'est fait. Si je vais maintenant sur les pages du document, est-ce que j'ai bien mis ça dans le... Attendez, je sélectionne le rectangle. Il est bien dans le bon calque? Non, il n'est pas dans le bon calque. Je l'ai mis dans le calque texte et image qui habille. Je le transfère avec le petit carré dans le calque d'en dessous, voilà, dans le calque fond gris.
Si je vais sur les pages du document maintenant en double-cliquant sur elles, je vais afficher en aperçu. Vous devriez voir que déjà à l'affichage sur écran, le blanc des images paraît plus lumineux en fait. Donc c'est une astuce très connue pour que les images aient l'air péchues, dynamiques. On affadit le fond, le papier, partout sauf à l'endroit des images. Donc vous avez l'astuce.